Aujourd'hui, nous sommes avec Pierre Vesperini, chercheur spécialiste de l'Antiquité classique au CNRS, philosophe, et auteur du livre Que faire du passé? Réflexion sur la cancel culture, qui vient juste paraître aux éditions Fayard. J'ai ici le livre. Pierre, merci d'avoir accepté mon invitation pour cet entretien pour Happy Monthly. Euh, je commence par ma première question. Donc, vous êtes helléniste et latiniste et historien de la philosophie aussi. Comment en êtes-vous arrivé au sujet de la cancel culture? C'est une excellente question. La première réponse qui me vient, c'est que j'ai été, comme on dit souvent en français, interpellé par toutes sortes de polémiques qui, en fait, apparaissent maintenant quasiment tous les jours dans la presse. Et ça remonte à plusieurs années, en fait. Et ça m'a toujours donc interpellé sans que je sache vraiment pourquoi. Donc, il faut que vous sachiez d'une façon générale que je suis un grand lecteur de journaux. En fait, et vous dites que je suis latiniste et helléniste, et c'est une question, je me suis souvent demandé pourquoi. Je me suis souvent demandé pourquoi je m'intéressais à l'Antiquité, étant donné que j'avais cette passion pour l'actualité. Et j'ai pas encore la réponse à la question d'ailleurs. Enfin, j'ai une réponse provisoire, disons, c'est que l'Antiquité, c'est le début de notre histoire. Donc, si on veut comprendre l'actualité, c'est un bon point de départ, disons. Et en fait, si vous voyez ma bibliothèque, vous pouvez pas deviner que je suis un antiquisant, parce que toute l'histoire est là. Donc, d'une façon générale, je m'intéresse toujours énormément à l'actualité et donc j'avais ouvert un dossier autour de ces questions de cancel culture dans mon ordinateur sans savoir ce que j'allais en faire. Je savais juste que ça m'intéressait et en fait, je pensais que n'étant pas spécialiste du sujet, des gens allaient écrire dessus et dire des choses intéressantes. Mais j'étais toujours disons, frappé par la pauvreté de la discussion. C'est toujours des affrontements, comment dirais-je, entre des positions euh, antagonistes, très antagonistes et assez grossières, en fait. Bon, je vous prends un exemple récent. Il y a eu à l'Opéra de Chicago, je crois, une représentation d'un opéra de Verdi qui s'appelle Un bal masqué, Un ballo in maschera. C'est un opéra magnifique, hein, j'adore Verdi. Et à un moment donné, donc ça se passe aux États-Unis, figurez-vous. C'est étonnant. Ça se passe à la fin du XVIIIe siècle aux États-Unis. Et à un moment donné, dans la pièce, il y a un magistrat qui vient voir le comte, le gouverneur de Boston. Et le magistrat vient voir le gouverneur de Boston en disant, il y a une sorcière noire qui opère dans les faubourgs de Boston. Il faut que nous allions l'arrêter. À un moment donné, alors en fait, ce personnage de cette sorcière est un personnage magnifique. Vraiment, c'est un personnage extraordinaire dans l'opéra. Et ce magistrat est clairement une figure négative dans la pièce. Il a un tout petit rôle, mais il représente vraiment l'ordre blanc raciste. Et quand il parle de la sorcière, il parle à un moment donné du sang immonde des Noirs. Il sangue immondo dei neri. Récemment, l'opéra a été représenté à Chicago et on a demandé, enfin des groupes représentant les minorités afro-américaines ont demandé qu'on supprime ce passage. Et le chef d'orchestre italien qui dirigeait, Riccardo Muti, qui est très 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 connu, a dit qu'il n'en était pas question, mais d'une façon complètement idiote. Enfin, je veux dire, je sais plus quel argument il a utilisé du style l'histoire ne s'efface pas, alors qu'il aurait parfaitement pu expliquer justement que le personnage qui prononce cette phrase raciste est un raciste et est un personnage négatif de la pièce, et que justement l'opéra, au contraire, met en lumière d'une part le comportement beaucoup plus tolérant du gouverneur de Boston, et d'autre part
la grandeur incroyable de cette sorcière noire. Alors souvent, je décide d'intervenir sur un sujet d'actualité quand j'ai l'impression que, en fait, personne ne le fait comme il faudrait le faire et quand je sens que mes collègues n'y vont pas. C'est important cela parce que j'ai senti autour de moi que mes collègues voulaient pas trop s'occuper de la cancel culture et après la publication du livre, je m'en suis vraiment rendu compte parce que beaucoup de gens m'ont dit: «Ah mais c'est incroyable, mais quel courage, tu as de parler de ça». Mais en réalité, il y a aucun courage parce que d'abord, je suis pas un universitaire américain. Bon, un chercheur français aujourd'hui, Dieu merci, peut encore écrire ces choses, sans risquer de perdre, son poste et donc je sentais que voilà, c'était pas un sujet, sur lequel les gens avaient envie d'aller réfléchir et là récemment, je suis intervenu sur un sujet complètement différent, mais pour les mêmes raisons. C'est le sujet de l'éducation des enfants. En France, donc il y a une psychanalyste et psychologue, qui est très, très célèbre maintenant, très médiatique et qui, préconise, un retour à l'éducation répressive et autour notamment d'une «technique d'éducation» entre guillemets. Moi, j'appelle pas ça une technique d'éducation, mais enfin, c'est comme ça qu'elle le présente. Qui consiste à mettre les enfants dans leur chambre quand ils pour n'importe quoi, pour n'importe quelle transgression et donc elle a fait un livre qui est un best-seller en France en ce moment, ça s'appelle «File dans ta chambre». Voilà et donc elle a fait un entretien au Monde, il y a quelque temps, quelques mois et j'ai lu l'entretien et j'étais, alors là aussi la question de l'éducation des enfants, c'est un sujet auquel je me suis toujours intéressé. Donc voilà, j'avais un dossier à mon ordinateur, j'ai écrit un article dans Le Monde en réponse à cet entretien. Et là, je vais probablement faire un livre là-dessus. Parce que je me suis rendu compte que justement, là aussi, c'est un sujet sur lequel mes collègues ne veulent pas trop aller. Et je pense que c'est un sujet fondamental, comme celui-ci. Il y a une telle culture de la spécialisation aujourd'hui que la première chose que vous vous dites, c'est: «Mais moi, je suis pas spécialiste de ces questions-là, donc je peux pas intervenir». Ça, c'est vraiment un problème, parce que c'est très bien qu'on soit spécialisé, mais il faut aussi qu'on comprenne que cette spécialisation, ne nous empêche pas de faire usage de notre réflexion, de notre esprit critique, sur des sujets différents des nôtres, dans la mesure où nous nous informons, où nous cherchons des informations comme on le fait pour nos recherches, quand nous sommes celles dont nous sommes spécialistes. Donc j'ai commencé, non pas par penser écrire un livre, mais par écrire des textes ponctuels, pour un journal qui s'appelle Philosophie Magazine, pour lequel j'écris de temps en temps des articles, justement sur l'actualité. Et puis, j'en ai écrit un, puis 2, puis 3, et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ces 3 articles permettaient d'envisager ce phénomène de la cancel culture, d'une façon, assez complète finalement. Donc, j'ai proposé à mon éditeur, d'en faire un livre et il m'a demandé de faire une introduction générale, mais elle est devenue un essai en fait à part entière, donc sur les origines en fait de la cancel culture. Voilà. Voilà comment ça a démarré. Ma deuxième question, du coup, serait comment, selon vous, ce que vous entendez par la cancel culture impacte sur les domaines des études classiques, donc votre domaine de spécialisation? Alors, je pourrais pas vous donner une réponse, globale. Je peux pas, je sais pas, parce que vous savez, les études classiques, comme toutes les disciplines, elles ont aussi des caractéristiques différentes selon les pays. Cette question de la cancel culture a eu un impact énorme aux États-Unis, un peu moindre en France, encore moindre, en Italie. Voilà et ce qui est, je dirais, important, c'est que donc aux États-Unis, je pense qu'on ne peut pas parler du phénomène de la cancel culture aux États-Unis, dans le domaine des études classiques sans prendre en compte la société américaine globalement. Et je pense qu'on mesure mal en Europe, à quel point la société américaine est marquée par le racisme. C'est une espèce d'invariant anthropologique. La police, tue, blesse, de façon tout à fait normale, des personnes de couleur aux États-Unis. Il y a ça et il y a le phénomène de l'incarcération, de masse. Donc c'est une société profondément, raciste, et
et qui a vraiment beaucoup de mal à affronter ce problème et affronter l'héritage de l'esclavage. Et c'est vrai que les études classiques aux États-Unis ont souvent été un bastion de la suprématie blanche. Il y a un livre qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Black Athena par un homme qui n'était pas antiquisant, qui était, je crois, sinologue, qui s'appelait Martin Bernal. Le livre est un livre discutable par plein d'aspects, mais qui mettait en valeur sans aucun doute possible l'intrication entre les études classiques et la suprématie blanche, et mettait aussi en évidence l'apport des civilisations euh, barbares, entre guillemets, sur les Grecs, les Égyptiens, les Perses. Ce livre a vraiment fait l'objet d'un ostracisme absolument incroyable parmi les universitaires les classicistes de l'époque. Bon, c'est tout à fait significatif du conservatisme de ce champ aux États-Unis. Ailleurs, il a été accueilli avec beaucoup plus, par exemple en Italie, je pense à quelqu'un comme le classiciste Luciano Canfora. Donc ces gens ont accueilli sans problème le livre de Bernal, là aussi en le discutant, parce qu'il y avait des erreurs, etc. Mais enfin, on pouvait l'accueillir. Alors qu'aux États-Unis, je pense à quelqu'un comme Anthony Grafton, un historien du savoir, notamment du savoir humaniste, non moins incontestablement un savant progressiste, j'imagine, plutôt liberal, mais il a fait partie de ceux qui menaient la charge contre Martin Bernal. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que ces gens qui sont des classicistes sont des gens qui, à mon avis, votent généralement démocrates, pour la plupart d'entre eux, mais qui étaient incapables d'envisager un retour critique sur leur discipline. Donc tout ça a créé un, une atmosphère propice à ce qui s'est passé récemment, donc avec l'idée défendue par un professeur afro-américain de Princeton, de classics, qui s'appelle Dan L. Peralta Padilla, au fond, à la limite, d'en arriver à dissoudre les départements de classiques et de disperser les enseignants dans ce département d'histoire, de linguistique et je ne sais quoi d'autre. Et une position évidemment complètement outrancière. Bon, il y a un argument déjà qu'on peut opposer, c'est que toutes les disciplines ont fait partie de l'économie de savoir sur laquelle se fondait la suprématie blanche. L'histoire, l'archéologie aussi, l'anthropologie, la linguistique, il n'y a pas une discipline qui, à l'époque où l'Occident était donc caractérisé par cette doctrine de la suprématie blanche et par le racisme, il n'y a pas une discipline qui était exempte euh, de cela et qui n'ait pas participé à cette entreprise. Mais d'un autre côté, c'est aussi à l'intérieur de ces disciplines que des savants ont remis en cause et ont remis en question. Voilà. Donc déjà, bon, l'idée est en soi absurde de pourquoi privilégier les classiques parmi d'autres disciplines. Mais on en est arrivé là donc à cause de ce climat, de cette atmosphère propre à l'Amérique et évidemment, comme il arrive toujours, le conservatisme et la myopie de beaucoup de classicistes américains a cédé la place maintenant à une espèce de mauvaise conscience, sentiment de culpabilité complètement tout aussi irrationnel que leur position précédente. Donc voilà, c'est un peu la situation actuelle aux États-Unis. Oui, très bien. Et vous vous en parlez aussi dans votre livre de la situation française, un petit peu d'un cas. Donc, vous vous concentrez sur un cas de deux étudiantes qui étaient triggered, dans la terminologie de la cancel culture, par un poème qui a été apparu dans un examen, je crois, un examen national. Donc, ça, c'était intéressant. Donc, vous trouvez que ce discours américain a aussi eu un impact en Europe, en France? Oui,
Oui, un peu, un peu. Alors là, alors, en fait, vous confondez avec, vous comprenez deux choses, en Ok. fait. Non, non, mais alors il y a les étudiants qui ont été triggered par un cours sur les métamorphoses d'Ovide à Columbia, à New York. Maintenant, ce qui s'est passé en France, c'est plus, c'est différent. L'agrégation de lettres classiques avait mis au programme un poète, André Chénier, un grand poète de la fin du XVIIIe siècle. Et un de ses poèmes est la traduction d'un poème grec de Théocrite qui s'appelle l'Oaristis, qui raconte en fait un viol. En fait. Ça raconte, c'est un jeune berger qui aborde une jeune bergère et il y a un dialogue entre eux et bon, l'attitude de la bergère est un petit peu ambiguë, mais en tout cas, elle ne donne aucun consentement à l'acte sexuel. Et on comprend en fait dans le dialogue qu'il est en train de la violer. Et le poème finit, et donc la bergère retourne chez elle très contente. C'est ça que dit le poème. Donc évidemment, pour la sensibilité contemporaine, c'est complètement choquant. Mais ce poème était un des poèmes préférés un des poèmes que les gens préféraient dans le corpus des poèmes de Théocrite. Il a été traduit en latin plusieurs reprises par les humanistes. Et c'est la raison pour laquelle Chénier l'a traduit en français. Des étudiantes ont écrit, et d'ailleurs des étudiants aussi, je crois qu'il n'y avait pas que des jeunes femmes, ont écrit un texte collectif adressé au jury de l'agrégation, au jury du concours, en demandant simplement comment est-ce qu'on fait pour parler de ce texte? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Elles n'ont pas dit il faut cancel Chénier, elles n'ont pas dit il faut cancel ce poème. Non, elles ont dit juste donnez-nous, dites-nous comment on fait par rapport à ça. Et là aussi, c'est très intéressant. Le jury les a envoyés balader. Tout ça, c'était donc l'histoire à Columbia, l'histoire à la Grèce, c'était il y a encore quelques années. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait plus possible. Mais c'était intéressant parce que le jury de l'agrégation est constitué en grande partie de femmes, et c'est pas des femmes de droite, hein. Mais il y avait l'idée, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on nous embête? Et ça, c'est un problème de génération aussi. C'est que la même question s'est posée récemment dans une grande école de cinéma en France, qui est la FEMIS, où le corps enseignant a projeté un film aux étudiants. Ça suit un peu l'itinéraire de, je crois, Jack l'Éventreur, Jack the Ripper, je crois, ou d'un personnage style Jack the Ripper et adopte son point de vue sur les victimes, donc évidemment des femmes. Alors le corps enseignant, apparemment ce film passe pour être un film formidable, avant-garde, etc., très radical, etc. Mais c'était il y a plusieurs années. Et donc ils ont projeté ce film et il y a eu beaucoup d'étudiants sont sortis, c'était un scandale. Donc là, il y a un problème entre générations. C'est-à-dire que, en fait, chaque génération, je pense, a un problème différent qui lui est posé. Je pense que la génération des gens qui sont aujourd'hui à des jurys de concours ou font partie d'un corps enseignant, c'est en gros la génération de 68. Et eux, leur problème, c'était parler de sujets transgressifs, parler de viols, parler de meurtres, parler de personnages marginaux, et en fond, leur problème, c'était secouer une société bourgeoise où on ne parlait pas de ces choses, où c'était indécent, il ne fallait pas, etc. Et ça les a conduits, par ailleurs, à un certain nihilisme moral. Dès qu'on parlait de valeurs morales, ça y est, on était un- une espèce de prêtre, de représentant de l'ordre. Et c'est intéressant de voir comment la génération actuelle, elle a dépassé ça. Maintenant, justement, on n'est plus dans une société bourgeoise, etc. Et le problème de la génération actuelle, euh, c'est vraiment le problème de la dignité de chacun. Je me rappelle très bien quand j'étais étudiant de voir les films de Godard et d'être choqué par
la façon dont les femmes étaient représentées. Je pense pas seulement au mépris, parce que le mépris, à mon avis, pas un film, c'est un film au contraire qui montre vraiment ce que l'ordre masculin fait aux femmes. Vous savez d'ailleurs que les premières images du mépris, ça a été imposé à Godard par la production, parce qu'en fait, ils voulaient en avoir pour leur argent. Ils avaient payé pour avoir Brigitte Bardot et ils voulaient qu'on voit Brigitte Bardot nue, mais Godard voulait pas. Mais je reviens aux autres films de Godard. Je pense au Petit Soldat, par exemple. C'est vraiment horrible la façon dont les femmes sont représentées dans Godard. En tout cas, pas dans Le Mépris, mais dans d'autres films. C'est vraiment. Et j'étais choqué. Je me rappelle, j'en parlais à mon prof. Et lui cherchait l'État. Alors, pareil, c'était vraiment un enfant de mai 68. Il avait participé aux luttes pour la libération de l'avortement en France. Donc, vous voyez, mais il voyait pas il était gêné, mais finalement, il passait dessus. Donc, je pense que les générations actuelles ne passent plus sur ces choses. Et elles savent, à mon avis, avec lucidité, reconnaître derrière des films qui, soi-disant, prennent le point de vue de Jack l'Éventreur, elles voient qu'il y a en réalité une réelle complaisance. Elles voient qu'en réalité, ce genre de film eh bien, excite une partie, comme dirait Platon, tu sais, cette bête que l'homme a en lui dans la partie inférieure du corps, donc dans la partie du bas-ventre, quoi. Cette bête qui veut toujours être nourrie, quoi. Et là encore, je pense qu'il faut que les revendications des générations actuelles, des générations d'étudiants actuels, et souvent euh, abordé par la génération des enseignants avec un manque d'ouverture, une fin de non-recevoir. Et si jamais on était capable d'écouter ce qui se dit, on arriverait à s'entendre. Bon, ça m'amène aussi à ma prochaine question. Donc, normalement, on a tendance à voir la cancel culture comme un mouvement libéral. Donc, mais dans votre livre, vous analysez aussi le côté conservateur et antidémocratique de ce phénomène. Pouvez-vous élaborer un petit peu là-dessus? Dans quelle mesure est-ce que la cancel culture est, à votre avis, aussi conservatrice et antidémocratique? Alors, je pense que ce qui est vraiment inadmissible dans la cancel culture, c'est le fait de bannir des personnes à cause de l'expression de positions différentes de celles des tenants de la cancel culture. Ça, c'est vraiment inadmissible. Mais ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que en fait, en tout cas aux États-Unis, il y a une cancel culture de droite aussi. C'est-à-dire qu'il y a des livres qui sont bannis des bibliothèques. Par exemple, Toni Morrison était récemment banni de certaines bibliothèques des États-Unis. Donc, bon, et ça, dans un camp comme dans l'autre, c'est absolument inadmissible. Il y a des gens qui perdent leur emploi, et ça, c'est vraiment pas possible. Voilà, ça, c'est la seule chose, à mon avis, qu'il faut dire, et sur laquelle j'ai pas insisté dans mon livre, parce que ça a été dit déjà. Ça a été dit, notamment un texte qui est paru dans Harper's Magazine, je crois, qui était co-signé entre autres par Salman Rushdie et Noam Chomsky. Et donc, j'ai pas insisté là-dessus dans le livre. Mais je pense qu'il faut le dire quand même parce que on rencontre souvent des gens qui prétendent que la cancel culture n'existe pas, que c'est une invention de la droite, que en fait il y a simplement un mouvement qui vise à une reddition de comptes. Pensez par exemple à quelqu'un comme Laure Murat, par exemple, qui a écrit sur la cancel culture au Seuil. Elle est dans ce genre de position. En fait, tout ça, la cancel culture, c'est une invention de la droite pour désigner un mouvement qui demande simplement que les gens s'expliquent, que les États s'expliquent et rendent des comptes sur leur passé. En fait, non, c'est pas du tout uniquement ça. C'est aussi un phénomène qui vise à réprimer l'expression de pensées diverses. Et voilà. Moi, je suis totalement contre ça. Je suis pour
Au contraire, je suis pour la culture du débat. Il faut que toutes les positions puissent s'exprimer. Et c'est vrai que cette culture du débat disparaît. Il y a cette culture du safe space où les gens se retrouvent entre eux, parlent entre eux et lancent des anathèmes contre les partis adverses. Et vraiment, ça, je trouve ça vraiment terrifiant. Et c'est de plus en plus comme ça, à la fois parce que malheureusement, il y a une baisse de la culture, une baisse des connaissances des gens, notamment une baisse de la culture historique. C'est-à-dire, je pense que plus vous connaissez l'histoire, plus vous êtes induit à avoir un, une attitude tolérante et relativiste par rapport aux positions qui s'expriment. Ça ne veut pas dire que anything goes, ça ne veut pas dire que toutes les opinions se valent, mais c'est-à-dire que vous êtes capable de contextualiser les opinions des uns et des autres, vous êtes capable de comprendre d'où viennent vos opinions à vous aussi. Et cet effondrement de la culture historique est une catastrophe intellectuelle, évidemment, mais c'est aussi une catastrophe politique, parce qu'on arrive à une société où en fait les gens s'identifient à telle ou telle communauté, telle ou telle religion, telle ou telle région. Chacun a une espèce de credo avec quelques articles de foi, et puis ceux qui ne sont pas d'accord sont exclus. Et à part cet effondrement de la culture historique, vous avez une montée de la communication rapide, cette, cette twitterisation de la pensée, il faut tout dire vite. Je ne sais pas si vous avez ça en Allemagne, mais en France, il y a un concours qui s'appelle Ma thèse en 180 secondes. Je trouve ça horrible. C'est-à-dire que ça diffuse l'idée que être un vrai chercheur, et plus que ça, être un vrai passeur de connaissances, c'est être capable de résumer une recherche en 3 minutes. Oui, c'est vrai. Non, en Allemagne, on n'a pas vraiment cette tendance à twittariser le langage et l'université, mais c'est un phénomène qu'on retrouve surtout aussi dans les journals, c'est-à-dire réduire et essayer de tout réduire, les articles de recherche et tout. Donc, il faut se limiter à un certain nombre de mots. Donc, ça, c'est vraiment, je crois, un apport du modèle anglo-saxon qui travaille surtout sur ces modèles-là de limitation Mm. d'espace. Euh, mais du coup, à votre avis, est-ce qu'il n'y a pas de bonne raison du tout pour bannir, annuler quelques textes du programme et les faire remplacer par d'autres? Donc, vous en parlez dans le livre, mais je voulais juste, pour que les gens aussi aient une idée de l'ampleur de votre discours et de vos arguments ici. À quoi vous pensez, par exemple Je sais pas, des textes, par exemple, de l'Antiquité où on parle d'esclavage d'une façon explicite, par exemple, ou voilà, ce texte dont vous avez parlé aussi, qui a été au programme de l'agrégation sur le viol. Est-ce qu'il n'y a pas de textes vraiment qu'on devrait faire remplacer ou qu'on devrait bannir des programmes? hmm. Non, je pense que on doit bannir aucun texte des programmes. On doit bannir les textes qui ne sont pas intéressants. Mais je pense que il faut absolument pas bannir des textes euh, parce qu'ils présentent des contenus qui peuvent déranger. Au contraire, je pense qu'il faut. Mais toute la question, c'est effectivement comment parler de ces textes. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de nier le potentiel perturbant de certains textes. Au contraire, il faut en parler, sans réduire le texte à cela non plus, sans dire, voilà, ce texte est que un texte perturbateur. Ça rejoint ce que je disais, c'est que cette espèce d'appauvrissement de la pensée, cet appauvrissement de la formation, euh, implique aussi l'incapacité à recevoir ce que le psychologue Carl Gustav Jung appelle la part d'ombre de l'humanité. C'est-à-dire que si vous avez une vision du monde pauvre,
c'est très compliqué de penser que vous avez aussi en vous une part d'ombre, que les êtres humains ont une part d'ombre. Il faut que tout soit blanc, que tout soit simple, que tout soit facile et gentil et calme et doux, et etc., etc., safe, quoi. Mais le monde n'est pas safe. L'humanité n'est pas safe. Et donc, la meilleure façon de s'y préparer, c'est justement d'affronter l'ombre. Et l'histoire a aussi ce rôle-là. Et l'histoire mutilée va produire une conscience mutilée. Donc, je pense qu'il faut absolument, au contraire, chercher des textes qui, euh, qui dérangent. Voilà. Et en fait, ça m'emmène aussi à ma dernière question, et c'est un peu dans la suite dans ce que vous avez dit. Et ce serait, est-ce que l'effacement des livres de certains textes ne peut être aussi une façon de construire un nouveau canon? Vous-même le dites dans votre livre, notamment que l'effacement de certains livres du canon ont marqué l'émergence de l'ère chrétienne au Moyen Âge ou de l'humanisme pendant la Renaissance. Est-ce que les mouvements cancel culture ne peuvent être aussi vus comme une façon de forger un nouveau corpus de classiques qui donnera lieu à une nouvelle ère intellectuelle? Et si oui, quelles œuvres devrait-on y inclure et bannir, dans votre opinion? Vous avez déjà dit que il fallait pas effacer du tout, mais à votre avis, quelles autres œuvres pourrait-on ajouter pour construire ce nouveau canon, par exemple? Oui, vous avez tout à fait raison. Ça, c'est vraiment le versant positif des choses. En effet, il est évident que tout canon exclut. Et ça, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut effectivement inclure des œuvres, des courants de pensée qui ont été traditionnellement exclus ou considérés comme mineurs. Il y a des tas de textes qui devraient absolument faire partie du canon de la formation de n'importe quelle personne cultivée. Et je me rends compte, je veux dire, en travaillant sur ce sujet, je me suis vraiment senti un provincial. Parce qu'effectivement, la formation d'un homme cultivé européen fait de lui un provincial. C'est-à-dire qu'il est totalement ignorant des pensées extra-européennes, et notamment des pensées de la décolonisation, des pensées de l'antiracisme. Je pense que on devrait lire James Baldwin, par exemple, W.E.B. Du Bois. On devrait lire ces auteurs, comme on lit Sartre ou comme on lit Camus. On devrait lire Rabindranath Tagore, par exemple, sa conférence sur le nationalisme. Et par ailleurs, je pense que il y a aussi toute une littérature féministe qu'il faut absolument lire, que tout le monde, là aussi, devrait lire. Ah, évidemment, il y a un texte classique que tout le monde devrait lire, c'est le texte de Virginia Woolf, Une chambre à soir. Mais je pense aussi à des auteurs américaines comme Adrienne Rich, par exemple, qui a écrit des textes absolument magnifiques. Je pense à des auteurs comme Gloria Steinem, par exemple. Je pense à des auteurs comme Bell Hooks. Ce sont voilà, des femmes dont la lecture me paraît absolument fondamentale aujourd'hui. Pour être un homme qui a une formation de base, je veux dire, tout le monde devrait avoir lu un certain nombre de textes féministes, de textes sur la question coloniale dans ses études, encore une fois, dans le curriculum général. Merci beaucoup.